Oui, on va passer à la présentation suivante. En attendant, sinon, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail de la DS2I Visioconférence. Et on pourra le partager pour vous. Allez. C'est quelle adresse, vous me redites? DS2I. Ouais, d'accord. .visioconférence@chu-lyon.fr. Ok. Parfait. Oui. Alors, on cherche alors une autre présentation. Alors, soit Madame Zamor est maintenant... non, bah, on va faire celui-ci, eh ben, très bien, de Madame Noël, Madame Testude sur le rôle des groupes d'habilité sociale dans le développement de l'enfant ayant un TSA. Merci. On vous écoute. Bonjour, du coup, je suis Marie-Alice Noël, neuropsychologue à l'hôpital Robert Debré à la PHP. Je travaille en service de pédopsychiatrie. Par contre, on ne vous entend pas très bien. Désolée, je vous interromps. Et il faut que vous activiez votre vidéo, votre caméra. C'est bon, vous m'entendez là? Je recommence du coup en espérant que vous m'entendiez. Donc, je suis Marie-Alice Noël, je suis neuropsychologue à l'hôpital Robert Debré à la PHP. Je travaille au service de pédopsychiatrie dans des unités de diagnostic de l'autisme. Et on effectue également des groupes d'habilité sociale avec les enfants qui ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. Donc aujourd'hui, notre présentation, ça va être justement sur ce sujet, le rôle des groupes d'habilité sociale dans le développement de l'enfant présentant un TSA. Et du coup, je vais le présenter avec ma collègue. Donc, je suis Cécile Testu, je suis également dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de l'hôpital Robert Debré. Je suis psychiatrie spécialisée, je travaille sur les groupes depuis une dizaine d'années. Du coup, les enfants présentant un TSA, ce sont des enfants qui ont des difficultés d'interaction sociale et de communication sociale. Ils présentent également des stéréotypies motrices, des recherches sensorielles, des intérêts souvent restreints. Et leur particularité, du coup, font qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans des groupes et ont du mal à communiquer avec les autres. Et c'est pour ça qu'on leur propose donc des GHS pour les aider en fait à socialement être plus adaptés, à s'ajuster aux autres correctement. La petite phrase qui fait vraiment écho au TSA, c'est tout ce que les autres comprennent de manière intuitive. Moi, je dois l'apprendre de manière scientifique. Donc, ce qu'on fait en groupe d'habilité sociale, c'est qu'on leur apprend vraiment une théorie qu'ils vont essayer d'intégrer pour ensuite la plaquer et l'utiliser dans leur vie de tous les jours par rapport à une théorie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez eux, qui n'est pas intuitif. Et donc, on essaie de leur apprendre à l'intégrer dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'une habilité sociale? C'est des comportements, des chaînes de comportements qui permettent de s'ajuster dans des contextes sociaux. Par exemple, la reconnaissance des émotions, les expressions des émotions, comment est-ce qu'on est censé s'ajuster et être dans telle ou telle situation sociale, donc des codes sociaux que tout le monde connaît, mais qu'eux n'ont pas forcément connaissance. Et du coup, les habilités aussi à converser, parce que dans la vie de tous les jours, on est amené à avoir des conversations, et ce sont des choses pour lesquelles les enfants qui ont un TSA ont beaucoup de mal à faire. Les habilités sociales, du coup, elles évoluent vraiment en fonction de l'âge. On estime qu'on a des habilités de plus en plus complexes au niveau des âges, quand on avance en âge, pardon. Donc elles vont évoluer en fonction de l'âge, mais aussi en fonction des milieux socio-éducatifs, des contextes sociaux, et aussi des pays d'origine qui n'ont pas du tout les mêmes codes sociaux en fonction des pays. Au niveau des conséquences, quand on a des difficultés d'habilité sociale, c'est qu'on va avoir souvent des enfants qui vont être isolés, qui vont avoir tendance à avoir du mal à aller vers les autres, à s'intégrer dans une conversation, donc ils vont manquer d'expérience au niveau de leur socialisation, ils vont avoir du mal à aller du coup l'initier. On est où là, avec qui?
continue. Et On est avec qui là? ils vont du coup avoir C'est qui parle là? Robert Debray. Et ils vont avoir tendance du coup à avoir une mauvaise estime parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont complètement en fait en décalage avec les autres jeunes de leur âge et de leur père, du coup, qui eux n'ont pas de TSA. Au niveau de leur estime d'eux, du coup, elle n'est pas de très bonne qualité, mais de ce fait, on a aussi une anxiété sociale qui peut apparaître parce que forcément la mauvaise estime peut entraîner une gêne, une tendance à avoir du mal à être en socialisation. Au niveau des groupes, ce qui est très important pour l'inclusion dans les groupes, c'est d'avoir des patients déjà qui ont un diagnostic de TSA qui est vraiment reconnu, qui a été diagnostiqué souvent au sein des enfants qui viennent souvent de notre hôpital. C'est important qu'il n'y ait pas de retard cognitif. Donc, nous, les groupes d'habilité sociale, ce sont que des enfants qui ont une déficience intellectuelle qui est au moins dans la norme. On ne peut pas faire de groupe d'habilité sociale, nous, au sein de l'hôpital, avec des enfants qui ont un retard cognitif, une déficience intellectuelle. Ce ne sont que des enfants qui sont verbaux et qui ont des compétences du langage qui sont suffisantes pour accéder justement aux concepts qui peuvent être un petit peu abstraits et difficiles d'un point de vue langagier. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir une adhésion des patients qui veulent intégrer les groupes, parce que si les enfants ne sont pas motivés, ils ne vont pas avoir tendance à vraiment être à soutenir le groupe, à être moteur, impliqué dans les activités. Et on estime aussi que les parents doivent être, comme l'enfant, motivés à faire ça, parce qu'il faut qu'on généralise ces compétences à la vie de tous les jours. Et donc, les parents doivent aussi se saisir de ce qu'on fait en groupe pour pouvoir le travailler aussi à la maison et dans d'autres contextes sociaux. Au niveau des groupes, ils doivent être aussi homogènes, donc ce sont des groupes d'âge sensiblement identiques, donc entre environ 2 ans d'écart au maximum. Ils doivent avoir donc, des enfants de niveau cognitif assez similaires, de niveau de langage assez similaires, pour qu'on puisse avoir des groupes pour lesquels on peut proposer à peu près les mêmes choses. Les groupes sont à peu près entre 6 et 8 personnes. Et ensuite, au niveau des encadrants, ça va être environ 2-3 thérapeutes pour 6-8 enfants. Ça peut être des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, des orthophonistes, des infirmiers qui ont une connaissance de l'autisme, notamment. Par rapport aux critères justement encore de constitution des groupes, nous à Robert Debray, on a environ 180 demandes par an pour tous les âges confondus. Donc on a quand même une grosse demande parce qu'on a seulement 5 à 6 groupes par an au maximum. Donc on a des maternelles qui sont en gros, qui ont 5 ans et qui sont en grande section maternelle. On a des enfants en élémentaire entre 6-8 ans, 8-10 ans, donc ça fait 2 groupes. Au collège, on a un groupe de 6, 6e, 5e, ou 4e, 3e en gros, et puis aussi un groupe de lycée, donc toutes les classes de lycée. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de groupes, mais malgré tout, au regard du nombre d'enfants qu'on a par groupe, les demandes ne sont pas toutes satisfaites. Et on fait une sélection en fonction des profils pour avoir justement des groupes qui soient le plus homogènes possible. Au niveau de la durée et de la fréquence, on a un groupe toutes les 2 semaines qui dure environ 1h30. Il y a des pauses qui sont incluses parce que les enfants, c'est difficile de les garder motivés et concentrés pendant 1h30, notamment quand on est en maternelle, mais même les enfants qui sont au collège peuvent avoir du mal à rester concentrés, d'autant plus que les troubles du spectre autistique sont souvent aussi associés à des comorbidités et pour le TDAH qui sous-entend qu'on a plus de mal à rester concentré sur une longue période. Et donc le groupe dure environ 1 an, pendant lequel donc toutes les 2 semaines environ on rencontre les enfants. Au fil du coup de cette prise en charge en groupe, il peut y avoir des évaluations externes par les professionnels qui rencontrent les enfants, par exemple leurs psychologues, leurs orthophonistes, les différentes prises en charge qu'ils ont. Nous, ce qu'on met en place, c'est 3 temps avec les parents, donc avant de commencer le groupe, pendant les groupes, au milieu de l'année et à la fin de l'année, pendant lesquels on discute avec les parents de ce qu'on fait, quelles sont les demandes des parents vis-à-vis du groupe, quelles sont les demandes aussi des jeunes, et nous, du coup, comment est-ce qu'on fait avec les jeunes pour justement travailler telle ou telle chose et avoir justement ce transfert aussi d'informations qui se fasse dans les 2 sens, de façon à ce que
les compétences puissent se généraliser, que les parents soient toujours impliqués dans la démarche de prise en charge. Et aussi, on a tendance à pouvoir faire aussi des petits films avant, après, pour voir un peu au fur et à mesure de l'année comment est-ce que les enfants évoluent et qu'eux-mêmes puissent justement avoir cette représentation de leurs compétences. Bah, on voit bien qu'à ce moment-là, j'avais plus de mal pour regarder, et puis finalement, à la fin de l'année, ça s'est plus passé. Au niveau du coup des objectifs de groupe, je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, pour les objectifs un peu plus concrets et thérapeutiques, l'idée c'est vraiment de rendre les patients compétents sur des situations sociales écologiques, donc avec leur groupe de pairs, à l'école, ou même au sein de la famille parfois aussi, dans toutes les situations sociales qui peuvent être compliquées à comprendre et dans lesquelles ils ont du mal à s'exprimer de façon adaptée. On va favoriser au maximum les initiatives sociales de leur part, l'adaptation sociale, pour qu'ils puissent un peu prendre confiance en eux. Donc on va aussi s'appuyer sur les exemples donnés par les proches quand il y a des moments un petit peu difficiles qui sont vécus. On leur propose aussi des jeux de rôle pour être le plus dans l'action possible et qu'ils se représentent le plus possible comment mettre en place la théorie qu'on va proposer. Donc on va déterminer tout ça en fonction des âges, parce qu'à chaque âge, il y a vraiment des compétences sociales qui sont très propres au groupe et qui sont travaillées et qui évoluent. Et aussi, on va beaucoup c'est pour ça qu'on est beaucoup de thérapeutes, prendre en compte les particularités individuelles des enfants au fil de l'année, au fil des moments où on va les connaître un peu mieux. Ils ont en général des défis individualisés qui sont mis en place et qui vont progresser au fil de l'année. Ensuite, on va lui donner des moyens théoriques, donc en travaillant des thèmes particuliers, quels que soient les âges. On a un thème par groupe à chaque fois. On va expliquer les codes sociaux qui sont en lien avec ces thèmes-là. Et puis, on va ensuite les jouer en jeu de rôle pour que ce soit plus concret pour eux. On fait aussi beaucoup de brainstorming pour qu'ils puissent aussi donner un peu leurs acquisitions, pour qu'on mesure un petit peu leurs acquisitions, puis pouvoir les enrichir. On essaye de les entraîner aussi à comprendre les choses par eux-mêmes, en leur demandant d'aider les copains, d'analyser ce que disent les copains, etc. Donc ça aussi, c'est un peu plus motivant et ça donne beaucoup plus d'implication de leur part. Et ça leur permet aussi de se poser les bonnes questions quand ils sont en réalité avec leurs copains et qui comprennent difficilement la situation sociale. Voilà, et du coup, après, donc, sous forme de jeu de rôle, de situations conversationnelles qui ont lieu vraiment à chaque fois dans le groupe, on va réentraîner, c'est pour ça que ça s'appelle un groupe d'entraînement aux habiletés sociales, toutes ces compétences de façon un petit peu répétitive et routinière pour que ce soit bien ancré, qu'on soit sur des acquisitions en fin d'année. Alors, comment on va faire? Donc, en maternelle, donc à chaque tranche d'âge, c'est vraiment très spécifique. En maternelle, ça va être des supports vraiment à base de jeux, presque d'activités psychomotrices avec des parcours moteurs, respect des tours de rôle, ce genre de choses, qui collent un petit peu à tout ce qu'on peut faire en classe de maternelle. On va utiliser beaucoup les dessins pour faire comprendre par exemple les consignes. On va utiliser beaucoup les supports imagés de façon générale, par exemple pour comprendre les émotions sur des dessins, etc. Puis en direct sur nous, etc. On essaye de travailler les toutes petites conversations de cet âge-là, par exemple donner son âge quand on le demande, son nom, etc. Être capable de répondre et d'avoir une réciprocité sociale comme on l'attend d'un enfant de maternelle. Et puis, on travaille aussi beaucoup les situations de jeu avec les pairs, la réponse aux consignes de l'adulte, la réponse aux consignes de groupe, qui n'est pas forcément évident parce qu'ils ne sont pas forcément concernés par les consignes de groupe à cet âge, etc. En élémentaire, on va travailler à chaque fois en fait qu'on passe à un niveau, c'est de plus en plus dans la conversation, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe socialement. Au début, on est vraiment dans le jeu, dans la pratique, etc. Et plus on vieillit, plus c'est la conversation qui est importante dans les relations sociales. Donc, elle va prendre une part de plus en plus importante donc en élémentaire. On va rajouter un peu une partie très théorique en élémentaire, mais ce n'est pas forcément en matière. Et puis, on va mettre des jeux de rôle et aussi des jeux de société, parce que ça fait aussi partie des moments sociaux de la vie du jeune en élémentaire. Donc, on va travailler ça de façon concrète et on utilisera tout le temps des supports visuels. Donc, ici, on voit un visuel du cercle des relations où on apprend aux enfants à schématiser dans leur tête que le comportement social, il va être différent selon la place de la personne dans notre réseau. Par exemple, si c'est une personne très proche de nous, on imagine une grand-mère, ou si c'est un chauffeur de bus, donc qui est très éloigné, presque un inconnu, on ne va pas avoir le même type de conversation, on ne va pas s'adresser de la même façon à la personne, on ne va pas lui parler du même type de sujet, etc. Donc tout ça, ça s'apprend, comme disait Marie-Alice, de façon scientifique et théorique, pour pouvoir après l'exporter dans la vie
réels. Et au collège et au lycée, là, on va développer beaucoup la conversation, mais sur des aspects beaucoup plus compliqués, à savoir l'implicite, l'humour, tous les enjeux qu'il y a dans les relations sociales, amoureuses, l'amitié qui est super compliquée quand on devient adolescent. Donc on approfondit toujours avec de la théorie et des jeux de rôle. On essaye de s'appuyer sur des supports qui leur plaisent, comme analyser un peu ce qui se passe dans une de leurs séries préférées, ou faire des petites choses comme ça pour que ça les motive, parce que souvent ils ne sont pas super motivés par des thèmes très pro-sociaux. Donc il faut vraiment chercher des matériaux un petit peu qui restent ludiques, mais pour des adolescents. Ensuite, donc là on a développé un petit peu l'aspect collège-lycée, parce qu'avec Marie-Alix, on travaille sur ces groupes-là depuis assez longtemps. On vous a donné donc des petits exemples pour voir un petit peu les thèmes. On vous disait qu'il y avait un thème par groupe. On va par exemple se présenter. Donc ça, c'est très utile pour les ados parce que souvent, ils intègrent des stages. Ils sont amenés à se présenter souvent. Donc comment on le fait? La conversation, les émotions. Donc les émotions, ça va être très basique quand on travaille en primaire. C'est vraiment l'identification des émotions primaires. Et puis, quand on est au lycée, c'est l'empathie. Qu'est-ce que ressent l'autre quand je dis ça? Comment mon comportement affecte l'autre, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, comment on s'intègre dans un groupe, comment on réagit au harcèlement aussi, c'est des groupes, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va aussi beaucoup développer ça, leur compréhension et aussi leur façon de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc tout ça c'est un peu dans la thématique de l'amitié, qu'est-ce qu'un ami, à quel moment on est harcelé ou non, tout ça. C'est un peu flou à l'adolescence et c'est vrai que sur des thèmes comme ça, on va passer un petit peu de temps, parfois 2 ou 3 séances, pour vraiment débroussailler les choses et qu'on puisse avancer et qu'ils puissent partager aussi leur vécu. Voilà, le fait d'apprendre à dire non aussi, c'est une thématique qui est importante à leur âge parce que c'est une situation complexe pour tout un chacun, mais eux, avec leurs difficultés de communication et l'absence parfois de compréhension de l'état d'esprit des autres, de ce que veulent dire les autres, c'est important de le développer avec eux pour pas qu'ils soient en situation de danger ou de vulnérabilité. Alors, comment on va le faire concrètement? Généralement, c'est un petit peu comme dans les formations pour adultes, comme ils sont assez grands, on part toujours d'un brainstorming pour voir où ils en sont dans leurs connaissances, et puis pour aussi que ça parte d'eux, donc leur implication et leur motivation soit de meilleure qualité. On va proposer toujours une fiche théorique auquel ils vont se référer, puis qu'ils pourront garder pour, quand ils vont, après quitter le groupe, avoir une trace et pouvoir y revenir. On va partir d'exemples concrets aussi, soit qui sont amenés par les jeunes, ou parfois nous aussi, on amène des exemples où on peut les trouver, comme je vous disais, dans des séries, dans des choses comme ça, pour que ça leur parle un peu. On va travailler sur des scénarios sociaux, les mettre en place sous forme de jeux de rôle. Et puis, comme disait Marie-Alix tout à l'heure, on va aussi beaucoup filmer les jeunes et qu'ils puissent aussi s'autocritiquer à partir des films. Donc évidemment, on les sensibilise énormément sur la critique positive, qu'est-ce que ressent un autre quand je critique, etc. Et puis pour qu'il y ait un climat de bienveillance aussi, pour que chacun puisse entendre ce que l'autre a à dire, etc. Donc voilà, donc on va utiliser tout un tas de supports visuels. Là, ce qu'on a mis, c'est le train de la conversation. C'est un ouvrage qui explique un petit peu comment on met en place une conversation, à quel moment on met en place la réciprocité, puis aussi comment on l'enrichit. Et quels sont les indices qui apparaissent chez l'autre aussi pour savoir si la personne est intéressée ou non, ou dans quelle direction doit aller la conversation. Tout ça, c'est très abstrait pour eux. Et c'est un ouvrage qui permet vraiment de le schématiser dans leur tête. Donc, les représentations, encore une fois, visuelles, sont hyper importantes dans l'autisme, donc on les utilise au maximum. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on peut se permettre une question, sinon on va avancer et puis revenir aussi ensuite s'il y a des questions sur des interventions même précédentes. Peut-être qu'on pourrait enchaîner tout de suite sur une autre présentation et puis après, voilà, s'il y a des questions, on pourra revenir sans problème. Donc,